jour se lève à peine, et de l'épais brouillard qui enveloppe la forêt amazonienne ne transperce que le bruit d'une pirogue. Celle du transport scolaire qui remonte le fleuve Camopi. Chaque jour de la semaine, une dizaine d'embarcations comme celle-ci se rend dans les habitations les plus éloignées du bourg, pour ramasser les élèves et les conduire à l'école ou au collège. La routine pour ces jeunes Amérindiens qui vivent parfois dans des maisons sans eau courante ni électricité, mais s'habitent à l'occidental. Ils sont Téko ou Wayampi, descendants des peuples premiers. Depuis des siècles, le fleuve reste le cœur du village. Il est la vie. Ces gamins sont de Camopi, un village enclavé à la frontière avec le Brésil, accessible uniquement par avion ou en pirogue, en remontant l'Oyapock depuis le littoral. Des gamins coupés du monde qui, sitôt le pied posé sur le sol du bourg, vont devenir de petits citoyens, formés à l'école de la République. Mardi matin, le roi, la reine et le petit prince sont... Une école républicaine où on commence par apprendre le français. Car dans la plupart des villages amérindiens de la région, on ne parle que Téko ou Wayampi. Pour la quasi-totalité des élèves, le français est une langue étrangère. Là, je me bats à chaque fois pour leur faire comprendre que le français est très important. Et là, je travaille sur les imagiers avec eux, sur le langage. Et là, le français, le seul mot qui sort, c'est juste un mot. Mais sinon, les phrases complexes, c'est moi qui leur fais dire. Qu'est-ce qu'il fait, le monsieur? La maison. Voilà. Il fabrique des maisons. Mais est-ce que ce sont des maisons en bois ou en ciment? Regardez. Ciment. Des ciments. Toujours. Pas question, au nom de la République une et indivisible, d'enseigner en Wayampi ou en Téko. Une francisation un peu radicale, qui débute en maternelle et rend compliquée la transmission de la culture traditionnelle. Et puis, il y a la question des programmes pas toujours adaptés. Le rythme scolaire souvent contraignant pour ces gamins habitués à vivre sans règles. S'adapter à la culture occidentale, sans renier son identité, c'est toute la complexité avec laquelle ils vont devoir grandir. Depuis 5 ans, Lidvine est enseignante à Camopi. Alors, concombre, maïs... Pour restaurer le lien avec la tradition, elle a créé avec ses élèves un jardin potager. Haricots aussi, d'accord. Le potager, ou l'abbati, c'est une coutume chez les Amérindiens qui depuis toujours pratiquent une agriculture vivrière. Mais aujourd'hui, l'habitude se perd. Les jeunes notamment ne vont presque plus à l'abbati. Alors l'idée du jardin, en fait, c'est d'expliquer aux enfants qui peuvent cultiver beaucoup de plantes en dehors de ce qu'ils ont l'habitude de faire aux abattis. Donc on retrouve ce qu'il y a aux abattis, comme le maïs ou le concombre, ils le font déjà. Les haricots, c'est beaucoup plus rare. Les gombos, ils connaissent pas. Et donc c'est un peu une ouverture sur des légumes différents qui poussent très bien aussi et qui peuvent participer à une autosuffisance alimentaire. Parce qu'on a quand même un problème de malbouffe sur le village, avec l'importation des chips, des sucreries, les gâteaux, les bonbons, et c'est pas sain, quoi. C'est pas sain. T'as trouvé... Oh, il est un peu petit, celui-là, quand même. C'est toi qui l'as enlevé? Ah, tu l'as trouvé par terre? Bon, on va le congeler quand même. Vous me rangez les arrosoirs. Ça se pose sur la table. Partagés entre la culture traditionnelle dans laquelle ils sont nés et le monde moderne dans lequel ils grandissent, voilà. Les Amérindiens sont perdus. Je me mets à leur place et je me dis que ça doit être difficile de
de s'inclure dans une vie à la métropolitaine, parce que finalement, là, ce qu'on leur propose, c'est une vie à la métropolitaine, et ça bouscule toute leur façon de concevoir le monde, en fait, quelque part. Moi, je suis amérindien, je me lève le matin, je me dis, tiens, je vais peut-être aller chercher un poisson pour manger ce midi, éventuellement ce soir. Et puis, j'ai ramené 2-3 maniocs de mon abattis, je vais faire ça comme repas, quoi. Et puis, je pense pas une seconde à demain, pourquoi faire? Je verrai bien demain. S'il faut, j'irai à la chasse. Et puis, j'irai cueillir 2-3 trucs. Sauf que maintenant, avec le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui est ouvert à eux et il faut bien, enfin, ils peuvent y aller. Et pour y aller, il faut qu'ils soient, je vais dire, prêts. Et là, pour l'instant, je ne les sens pas équipés. Ils sont pas prêts. Ils sont d'autant moins prêts que pour tous ces jeunes, dès l'adolescence, la contrainte est la même. En l'absence de lycée à Camopi, ils vont devoir quitter du jour au lendemain leur famille et leur mode de vie pour être scolarisés sur le littoral, dans un des lycées de Cayenne ou de Kourou. Immergés trop vite dans un monde qui n'est pas le leur. C'est le cas de Brahim. Avec son cousin, il profite des derniers jours de vacances. Bientôt, l'adolescent quittera sa forêt pour retourner au lycée à Kourou, sur le littoral guyanais. Il y a bien la nature, les bruits des oiseaux, le vent qui souffle sur les arbres. Durant des milliers d'années, les Amérindiens ont vécu en harmonie avec la nature. Pendant des siècles, ils étaient les seuls habitants de ces vastes forêts. Mais même en pleine forêt, Brahim et ses copains doivent s'adapter à un monde en pleine mutation. Il leur est par exemple déconseillé de se baigner dans l'eau du fleuve. Elle est polluée au mercure. Un métal toxique utilisé par les orpailleurs clandestins pour extraire l'or de la forêt. Quelques signes ne trompent pas. Une eau laiteuse, couverte de glaise et de mercure. Preuve qu'un peu plus haut, les orpailleurs essorent le fleuve. Arnaud travaille pour le parc amazonien. Il est notamment chargé de la surveillance de la pollution des eaux du fleuve. En Guyane, la contamination au mercure est une des plus élevées du monde. L'orpaillage illégal génère de la déforestation, génère de la pollution. Et donc la coutume de dire qu'on va aller chasser, pêcher, devient de fait plus compliqué. Puisque en fait, on ne va pas aller manger du poisson pollué, on ne trouve plus de gibier, on trouve moins de gibier. Et donc c'est vrai que ça donne moins de sens aux pratiques, on va dire, plus traditionnelles. Et ça, effectivement, ça doit impacter les jeunes amérindiens actuellement. À cause de leur paillage, les Amérindiens ne vont quasiment plus pêcher. Ils achètent du poisson d'importation ou des conserves. Cette rupture avec la nature a pour conséquence la fin de la transmission des savoir-faire traditionnels qui structuraient la vie des peuples autochtones. Faire perdurer la tradition, c'est toute la question que doit affronter le père Jean-Paul. Le prêtre a aussi un pied ici, un pied là-bas, puisqu'il partage son temps entre sa paroisse à Cayenne et sa mission à Camopi, 5 jours par mois. Ce matin-là, c'est sur la rive opposée du fleuve, côté brésilien, qu'il va célébrer sa messe en portugais. Mas é preciso que o fruto se parta e se reparta na mesa do amor. Il faut le reconnaître, les Amérindiens sont peu pratiquants. La plupart sont animistes. Ils ont pu voir dans l'Église catholique une institution qui a longtemps cherché à les convertir, leur faire oublier les traditions jugées païennes. Aujourd'hui, l'approche est différente.
Il s'agit d'offrir une présence discrète, particulièrement auprès des jeunes qui n'ont plus aucune référence à la spiritualité. Le prêtre les encourage à renouer avec leur culture. Le pourquoi moi je suis ici, c'est premièrement être avec eux et sentir un peu aussi les douleurs ou bien les peines qu'ils sentent et voir, bon, dans ma manière aussi, est-ce que je peux collaborer pour que cette douleur-là s'atténue un peu. C'est clair et net que, bon, je ne suis pas là pour convertir, mais je suis là pour compatir, c'est la compassion, pour compatir avec les gens qui sont ici. Corps et sang de Christ. L'Église catholique a beaucoup évolué. Donc, il ne faut pas qu'on fasse les mêmes erreurs que nos prédécesseurs ont fait. Brahim est sur le départ. Dans quelques heures, il quittera son village pour reprendre sa vie de citadin. Brahim est un privilégié. Il rentre chaque vacances scolaires. Sa mère fait cet effort malgré les frais de transport élevés. Car l'éloignement géographique est difficile à vivre pour lui, comme pour sa mère. C'est pas facile pour moi en tant que mère parce que je m'inquiète beaucoup quand il est là-bas. À quelle heure il rentre, à l'heure qu'il va sortir, à quelle heure il va... Est-ce qu'il mange bien? Parce que dernièrement, il ne mangeait pas bien dans la famille où il était. Et pour ne pas m'inquiéter, il ne m'avait rien dit. Et après, quand il m'a appelé en pleurs en disant qu'il ne pouvait plus, qu'il voulait retourner sur Camopi, je dis non, tu ne veux pas. On va essayer de trouver une solution. Bon, mais comme je suis une mère célibataire, et avec tout ce qu'on a passé, je veux qu'il arrive à avoir son bac. S'il arrive, ce sera un des premiers de la famille à avoir son bac. Sans cesse, je suis inquiète pour lui. Et ça m'inquiète de plus encore qu'il soit inquiet avec moi. De me voir seule ici, et il s'inquiète. Et si Pamela s'inquiète pour son fils, c'est qu'une terrible vague de suicides ravage la communauté amérindienne. Et tout particulièrement les jeunes. Dans la population autochtone, le taux de suicide est 10 fois supérieur à la moyenne en métropole. À Camopi, par exemple, chaque famille est endeuillée. Elle, c'est une amie, mais aussi, c'est de la famille. C'est une amie qui s'est suicidée. Elle, c'est de Franciane. S'est suicidée. C'est la tante de Brian. Aussi. Et lui, il est déjà décédé aussi, c'est son père, le père de Brian. Il a été assassiné. On lui a volé son portable et on lui a mis un coup de couteau. Mais de croire en Dieu, de chercher un appui, c'est ce qu'on a de mieux à faire. Sinon, on se perd. Parce que on avait l'habitude et j'avais perdu un pilier. Je pensais aussi à un moment que j'allais perdre mon fils, quoi. Je sais que je ne suis pas pratiquante, mais je pense que si on a une foi à laquelle on doit s'appuyer, je pense que c'est le mieux. Tu pourras te battre, parce que je sais qu'on a passé beaucoup. Il a failli perdre son père pour la drogue, pour l'alcool, le combat et tout ça. C'est pas facile quand c'est ces combats-là. Depuis la rentrée scolaire, Brahim habite cette petite cité HLM de Kourou. Désormais, son quotidien est fait de béton et de routes. Si en forêt il était libre, ici il a des règles de vie, des horaires à respecter. Un choc culturel pour l'adolescent de 15 ans. Pourtant,
Après quelques semaines compliquées, Brahim s'est bien adapté à sa nouvelle vie. Ma rentrée des classes, je me suis senti bizarrement parce que je connaissais personne. J'étais isolé. Au lycée, c'est les copains qui se sont approchés de moi. Comme ils étaient curieux pour savoir comment c'était Camopi, trucs comme ça, comme je suis un Amérindien. Ils sont venus vers moi et j'ai commencé à parler. Voilà. J'ai été heureux. Dans le lycée, il y a beaucoup de monde. J'étais un peu stressé, comme j'étais arrivé en retard à la rentrée. Je savais pas dans quelle classe j'étais et comme j'arrive pas trop à parler aux adultes, je me suis débrouillé. J'ai vu les panneaux qui écrivent salles sur les portes, des bâtiments numéro 1. J'ai trouvé les salles tout seul. Bonjour. Donc là, comme d'habitude, sur vos stabilo, vous surlignez la définition. J'ai des copains qui sont retournés au village parce que pour eux, ici, c'est juste que c'est comme la prison. Tu peux pas sortir tranquillement, faire ce que tu veux. Dans le premier exercice, on vous demande si la fonction qui a l'expression suivante, 5x au carré... Je les comprends pas trop. Pourquoi ils ont arrêté le lycée, des trucs comme ça, mais c'est leur choix, c'est pas mon choix. Projetés trop jeunes dans un univers inconnu, beaucoup d'adolescents baissent les bras. À 15 ou 16 ans, ils reviennent au village désœuvrés, sans aucun diplôme. D'autant qu'aux problèmes de scolarité s'ajoutent les difficultés d'hébergement. En internat pour la plupart, ou comme Brahim, en famille d'accueil. Isolés dans des familles qui ne les comprennent pas, certains fuguent et développent des conduites à risque. Il aurait suffi de pas grand-chose pour que Brahim prenne lui aussi le chemin du retour. C'est Vanessa, une salariée du Secours catholique, qui l'a sauvé. Elle lui a trouvé en urgence une deuxième famille d'accueil, après une première expérience difficile. Tu peux décrire une situation que tu as vécue là dans l'autre maison qui t'a choqué? J'ai pas envie d'en parler. C'est difficile d'en parler? Oui. Mais il faut, hein. Au moins, je suis là maintenant dans une autre famille d'accueil. Je me sens bien. Voilà. T'es parti combien de jours après ça? Après ça, je suis resté seulement une journée. Le lendemain, je suis parti. Je me suis dit que j'allais rentrer au village, que j'allais arrêter les études, mais j'ai dit non. J'allais continuer les études, voilà, rester ici. Parce que j'ai voulu soutenir ma mère pour pas arrêter les études, pour continuer, pour que j'ai un bon travail, pour bien m'occuper d'elle, c'est tout. C'est ce qui m'a motivé. Pour le moment, Brahim s'accroche. Il a rencontré de nouveaux copains à tel point qu'à chaque vacances, il est moins pressé de rentrer au village. Mais il sait qu'un jour, il devra choisir s'installer sur le littoral ou retourner vivre en forêt. À Camopi, Mati a fait le choix de s'engager. Après des études universitaires, il a décidé de revenir vivre auprès des siens. Aujourd'hui, il est enseignant, ce qui ne l'empêche pas de remettre en question un système qu'il juge inadapté. Depuis l'élémentaire, j'ai appris les rois de France, j'ai appris la Marseillaise, l'histoire des Gaulois, je sais où est Norvège, Lettonie, Lituanie, tout ça, etc. Je connais par cœur. J'ai l'impression que quand un enfant va à l'école, il n'a plus envie d'avoir les habitudes des parents, en fait. Il a plus envie d'aller vers l'évolution, tout ce qui est modernité. Et finalement, on va dire que la modernité a donné à Camopi cette façon de consommer, d'acheter plutôt les produits. Donc voilà. Mais ce qui révolte véritablement Mati, ce sont ces petits villages champignons qui poussent sur la rive brésilienne. C'est dans des villages comme celui-ci que s'achète et se vend l'or extrait illégalement de la forêt guyanaise. Chaque année, 10 tonnes d'or sont produites en toute clandestinité. Un trafic lucratif autour duquel se développe une économie parallèle. Ouais, c'est là que tous les gens vont faire des courses, la nourriture, aussi de la drogue et aussi tout ce qui est l'alcool, tout ça en fait. Donc un peu de tout, voilà. Un peu de tout. C'est l'Eldorado de Camopi. Et le paradoxe de cette situation, c'est que l'alcool et la drogue sont achetés grâce aux prestations sociales, la CAF et le RSA.
Ici, les gens, quand ils reçoivent la CAF, c'est comme s'ils ont gagné jackpot. C'est bon, on rebelote, on fasse, puis picoler, et voilà en fait. Dans nombre de villages amérindiens, près de 80% de la population vit des minima sociaux. Alors là, je me suis mise en scène, je suis le personnage principal. Mati est aussi lanceur d'alerte. Il publie régulièrement sur Internet des vidéos dans lesquelles il dénonce les travers de son peuple. C'est moi qui reçois les prestations sociales et que je suis content. Et que je reçois, je me sens pressé d'aller boire un petit verre en fait. Donc, je sens qu'après ce coup de gueule, je serai l'homme le plus détesté de Camopi en fait. Si évoquer l'alcool reste tabou, il est pourtant responsable de la plupart des passages à l'acte suicidaire. Avec ses vidéos, mais aussi auprès de ses élèves, Mati cherche à prouver qu'un autre modèle est possible. Sylvine, elle, ne supporte plus de voir son peuple se détruire. Elle a choisi de s'installer à l'écart du village, dans son abatis. Elle y produit ses légumes, des fruits en abondance, pour vivre en autosuffisance avec sa famille. Lorsqu'elle s'est installée avec son mari, la forêt recouvrait l'ensemble du terrain. Pendant des mois, le couple va défricher, puis construire cette maison avec les arbres récupérés sur place. C'est dans cette nature luxuriante qu'elle a choisi d'élever ses enfants. Je suis inquiète pour mes enfants parce que je sais que Camopi a beaucoup changé, qu'il y a beaucoup de drogue, qu'il y a beaucoup d'alcool. J'aurais voulu que mon fils grandisse ailleurs. Comme tous les enfants de Camopi, Sylvine est partie étudier sur le littoral. Elle s'est retrouvée enceinte à 18 ans et malgré tout, elle a eu son bac. Aujourd'hui, elle est fonctionnaire dans un centre de soins à Camopi. Sylvine s'est débrouillée seule. Elle a su éviter les pièges, les tentations, pour s'extraire d'un certain déterminisme social. Alors elle ne comprend pas que les Amérindiens ne soient pas plus acteurs de leur destin. Ils veulent devenir comme les Occidentaux, on va dire. Mais sauf qu'ils ne savent pas de la culture occidentale. Et ils n'ont pas appris leur culture. Donc ils ne savent pas où ils vont. À Camopi, ils pensent que la vie, c'est tu grandis, tu as une femme, tu fais des enfants, tu as des allocations qui vont venir tous les mois sans rien faire. Et donc l'alcool aussi les rend très mous. Je n'ai pas le mot, donc je vais utiliser le mot mou. Donc il faut rien. En Guyane, près d'un Amérindien sur deux est au chômage. Le désœuvrement, la précarité, l'absence de perspective contribuent au développement de conduites à risque. Une des solutions pourrait être le retour à l'emploi. L'association Liane propose à une quinzaine de jeunes un contrat d'insertion par le travail. L'objectif, leur offrir une formation et les accompagner dans la réalisation de projets, notamment en agriculture. Bégonia, par exemple, elle a découvert ici qu'elle pourrait faire évoluer la production de son abatis et se créer une source de revenus supplémentaires. Ici, j'apprends beaucoup de choses. Avant, je ne connais pas tout ça chez moi. Pour planter, c'est des tomates, aubergines, il y a des concombres et des persils, salade, tout ça. Ça fait 2 ans que je travaille dans ce chantier. Et après ça, mon projet, c'est boulangerie. Oui, je voulais faire ça sur Camopi. La formation peut déboucher sur un emploi. À l'exemple de Fernando,
un ancien salarié en insertion, aujourd'hui embauché en CDI en tant qu'encadrant technique. Depuis quelques mois, il travaille sur la construction d'un carbet, l'habitat traditionnel de la forêt. Faire ce qu'on a fait là au village, j'aimerais bien faire un truc comme ça. Ça prend vraiment forme, quoi. Je regarde souvent, je m'éloigne souvent, je prends du recul, je regarde de loin, voir comment c'est, s'il n'y a rien qui est raté, si c'est pas en biais. Voilà. Je veux que ça soit carré, vraiment. Le premier travail, je veux que ça soit carré. Première maison. Franchement, Camopi, c'est chez moi, c'est la liberté, c'est mon village, quoi, tu vois. J'aime être entouré de la nature. J'aime aussi la ville, c'est sûr. Mais j'aime les deux, on va dire. Mais ils sont incomparables. Même si j'ai pas tout fini mes études, ben, je vais montrer à mon père que je peux réussir aussi. Voilà. Avec les compétences que l'association Liane m'apporte, profiter des formations pour me former, aller ailleurs, voir comment ça se passe. Vraiment, c'est ça qui me donne l'évolution, qui me donne beaucoup d'espérance, ça c'est sûr. Donc j'ai envie de montrer ça aux jeunes. Ouais. Fernando incarne l'espoir d'une nouvelle génération qui, peu à peu, trouve son équilibre entre son histoire et le monde moderne. Avec lui, certains jeunes de Camopi relèvent la tête, imaginent leur avenir au village. C'est qu'aujourd'hui, s'ils ne veulent pas disparaître, les Amérindiens vont devoir se réinventer, s'adapter, pour passer d'un monde à l'autre, sans renier leur identité.